Bonjour, bonjour, ici Sorgue. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma petite truffière dans le cadre d'une année de production. Ma petite truffière est une toute petite truffière constituée d'un seul chêne mycorhizé. Mais en 25 années, le chêne vert concerné m'a offert plus d'une mélano, tuber mélanosporum, qui ont fait le régal de ma famille ou de mes invités. Commençons par vous présenter les trois zones de production habituelles de ma minuscule truffière. Voici la zone A, de gauche à droite, la zone des lauriers à celle du chien-dent. C'est la zone principale de mes cavages depuis de nombreuses années. Sur le haut de la zone A est un cerisier. Une croix le représente. Voici la zone B par-delà le cerisier. Elle borde le chêne truffier. Entre le tronc du chêne mycorhizé et la bordure des pavés, les productions s'y sont renouvelées pendant des années. La zone C prolonge la zone B. Elle correspond à une petite production le long de la façade nord, dans le prolongement de la bordure de pavés de la zone B. Le 4 août 2018, une belle patte-d'oie apparaît, zone A, à la limite de la zone de chien-dent. Je la couvre de quelques centimètres de bonne terre pour constituer un tumulus protecteur. Idem pour une autre patte-d'oie près de la haie de laurier. Voici quelques explications. Lorsque la truffe se développe l'été à une profondeur inférieure à 5 centimètres, les forces exercées peuvent provoquer des fissures à la surface du sol, fissures appelées patte-d'oie. Voici l'emplacement des deux patte-d'oie dans la petite truffière. En octobre comme en novembre depuis quelques années, à l'occasion de pluies conséquentes, des champignons couleur ocre sale, au chapeau fibrileux et mamelonné, peut-être des inocibes appelés truffiers, apparaissent dans la petite truffière. Ces champignons sont-ils des compétiteurs, dont nuisibles pour les truffes? Je ne saurais le dire. Début novembre, à la suite d'un violent orage, une truffe de surface est en partie dégagée à 2 mètres du chêne, zone C. Un tiers de son volume est apparent, sans protection aucune. La truffe paraît saine, je la recouvre de 3 à 4 centimètres de terre. Le 15 novembre, deux exemplaires du genre Helvela, en l'occurrence l'Helvelle crépue, se dressent comme des sentinelles près de la haie de laurier, en zone A. Entre les inocibes et maintenant les Helvelles, je commence à m'inquiéter sur le devenir de ma petite truffière. Les champignons compétiteurs sont là et ils sont bien installés. Voici l'emplacement des deux Helvelles dans la zone A. Le 20 novembre, zone C, deux mouches suyas se battent au-dessus du petit tumulus protégeant la truffe de surface, celle derrière la maison. La plus vaillante des deux mouches truffières, une petite Fusicornis, monte à présent la garde au sommet de ce tertre, se faisant menaçante contre toute intruse par des battements d'ailes. Le 23 novembre, pluie fine et fraîche. Trois suyas sont pourtant là. Elles sont au sommet du tertre, après être sorties victorieuses des combats livrés contre d'autres mouches suyas. Je m'accroupis pour prendre la photo, les mouches s'envolent. Nettoyant les abords du chêne, mon doigt rencontre un original petit grillon. Observons-le un instant. Son corps a des reflets métalliques.
Les pattes semblent constituées à partir d'une armature de fil de fer. Ce grillon est le grillon des bois, un délicat petit insecte orthoptère. Un Liodes furtif, un petit coléoptère d'un demi-centimètre de long, se camoufle sous une feuille. La larve du Liodes est un fléau pour les trufficulteurs. Cette larve, je le sais, creuse des galeries dans les truffes mûres, rendant ces dernières invendables, si ce n'est inconsommables. Tiens, voici un géophile, un minuscule animal appelé faussement mille-pattes. C'est un carnassier dévoreur de liodes et d'autres larves nuisibles aux truffières. Le 25 novembre, zone C toujours, les mouches ont abandonné la partie. D'après mon expérience, elles devraient être une dizaine en poste. La truffe a-t-elle pourri? Les asticots issus des suyas l'ont-elles dévoré? Ou alors les liodes? Je cave délicatement, rencontre une poche affaissée sur elle-même, poche sentant mauvais, à la consistance d'une pomme de terre pourrie. Cette mélano de surface, certainement dégradée au niveau de son écorce, le péridium, n'a pas pu tirer bénéfice de la protection du tumulus. Novembre toujours. Il y a du nouveau dans la zone A. La truffe de surface protégée par un apport de bonne terre à droite, en croix noire, a continué à se développer. Elle affleure à nouveau suite à un orage d'automne. Elle paraît énorme, disons 100 grammes au minimum. Je la protège sous un nouvel apport de bonne terre. J'espère que sous ce nouveau tumulus protecteur, la mélano immature va poursuivre sa maturation, à moins que le liodes ou la limace noire en ait décidé autrement. Le 22 décembre, zone C, derrière le cerisier, 3 suyas sont présentes, à peu de distance de la truffe de novembre qui avait pourri. Rappelons-nous, derrière la maison, ce sont des blondes fusicornis. Le sol est détrempé par des pluies continuelles depuis novembre. Passotte, les mouches sont juchées sur des glands ou des petits cailloux. 2 autres mouches se posent. Combat généralisé. Vraiment, ces 5 demoiselles ont du caractère. Juchées sur une tuile, l'une d'elles vient de sortir épuisée d'un combat dans lequel l'une des adversaires a perdu l'usage d'une aile. Je cave, brosse la mélano pour me délecter et de l'odeur et de l'agencement subtil des verrues du péridium. Une suya gigantea vient aussitôt se poser sur la mélano. Lavée, séchée, la truffe accuse 38 grammes sur la balance. C'est la première truffe de la saison à me mettre sous la dent. Mercredi 13 janvier. Mistral tempétueux ces derniers jours. Aujourd'hui enfin, temps calme et ensoleillé dans les bois de Sorgue. À 14 heures, le sol se réchauffe lentement, mais il reste dur et fortement déshydraté. Les odeurs de mélano, à condition que les mélanos aient résisté au froid continu, sont encore captives dans la gangue de terre dure comme du ciment. Tiens, zone A, une grosse suya gigantea. Elle procède par grands bonds aventureux à la recherche de parfums subtils, mais hélas pour l'heure ténus et fugitifs. Pour finir, la suya se perche sur une feuille de chêne et entame sa toilette comme le ferait un chat. Patience, se dit-elle, ce faisant, mais les antennes restent mobiles et interrogatives au cas où.
Janvier toujours. Le Mistral est à nouveau présent sur la Provence. Il fait froid. Bref, un temps de saison. Jeudi 7 février. La pluie du début du mois a apporté une humidité bienvenue. L'abdomen camouflé entre feuilles de chêne et petits cailloux, une mouche truffière est en position de ponte. Témoignage surprenant, non? C'est la deuxième fois que j'assiste à un tel spectacle. Les jours de février s'écoulent. Le temps devient agréable. Depuis le 10, l'air et la terre sentent le printemps. J'envisage de faire ma première randonnée de l'année. Le samedi 16 février, 7 Suya erre de place en place dans la zone A, agitant les ailes pour s'effaroucher, se battant aussi. Bizarre. Il doit y avoir une odeur fine, subtile, prégnante. Dimanche 17 février, 14 heures. Temps splendide. Nos amis fidèles sont là. Pas une de plus. Deux ont décidé de se battre dans la zone B. Je cave. Après tout, cela n'a que trop duré. Surprise, une mélano est là. Quel parfum envoûtant! La mélano est mûre à souhait. Je la caniffe. Le goût est parfait. La gléba, persillée de veines blanches dans un noir d'ébène, ne livre aucune meurtrissure, ni de traces d'attaque de la vermine habituelle. 18 grammes sur la balance, c'est la deuxième mélano de la saison. À 15 heures, les suyas du tumulus proche de la haie de laurier, zone A, ne sont plus 3 mais 6. Elles battent des ailes pour s'effaroucher. Des combats se sont engagés. À genoux, j'avance un doigt sur ce qui était l'ancienne patte-doigt comblée. Une mouche le fixe et refuse de s'envoler. Ah, la brave petite! Je cave. La mélano est sans défaut. 209 grammes sur la balance. Troisième mélano de la saison. Et ça n'est pas fini. À droite, le long de la façade, une dizaine de suyas sont en poste, se surveillant en pivotant sur elles-mêmes. Je cave. Surprise des surprises, surtout pour vous qui ne la voyez pas encore, car cette mélano est pleine de bosses et de boursouflures. C'est un pieu ancré dans le sol. 269 grammes sur la balance, un record personnel. Et quel parfum! Quatrième mélano de la saison. Le tumulus de bonne terre protecteur possédait donc les éléments nutritifs nécessaires à la croissance de ce beau fruit hivernal. Jusqu'à preuve du contraire, la nourriture nécessaire à la truffe est pompée dans le sol par des houppes de mycélium, houppes situées au niveau de quelques-unes des verrues de l'écorce du péridium. Lundi 18 février, 13 heures. Il fait doux. Animation de mouches près du cerisier. Une truffe noire de 33 grammes sur la balance, cinquième mélano de la saison. Mardi 19 février, 14 heures. Forte animation de 5 mouches dans la zone B. À genoux, je cave. Dans l'enchevêtrement de mycélium et de radicelle, la mélano est là, indemne de blessures. 61 grammes sur la balance, sixième mélano. Temps clair le 21 février. C'est bien,
la production semble s'accélérer. D'ailleurs, 2 mélanodes de plus, cela fait 8 pour la saison, pourvu que cela dure. Un beau cavage en vérité, et quel parfum! L'émotion me fait perdre la tête. Combien cela fait-il déjà 10. Aidez-moi. 8, oui, c'est bien 8, vous avez raison. À moins d'1 mètre du chêne, une mélano de 47 grammes vient ensuite enrichir les cavages, ce qui porte le total à 9. Faut-il ajouter une mélano de 33 grammes le 17 mars dans la zone A? Total 10 pour la saison. Une remarque pour terminer. Vous croyez peut-être que les mouches truffières se posent toujours à la verticale des truffes? Que nenni! Le parfum des truffes mûres ne peut s'échapper que par les micro-fissures du sol. C'est là que se trouvent les mouches, parfois donc à plus de 50 centimètres de la mélano bien cachée dans le sol. C'est ici que se termine l'épisode « Une année de production dans ma petite truffière ». À une prochaine pour vous parler, pourquoi pas, des insectes prédateurs agissant dans les truffières, si vous le voulez bien.